Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film tout simplement exceptionnel. J'ai pris une énorme claque en le voyant. C'est l'un des plus beaux films d'animation japonaise que j'ai pu voir de ma vie. Tout simplement, c'est pour vous dire, donc c'est un immanquable. Vraiment, il faut le rater sous aucun prétexte. Il s'agit de Slam Dunk The First, l'adaptation du manga super connu, et ça a été une énorme claque. Je vais essayer de vous convaincre dans cette vidéo d'aller le voir. Sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et une nouvelle review. Et oui, ça fait un moment que je vous en ai pas proposé. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Slam Dunk The First, qui sort au cinéma le 26 juillet 2023. Alors c'est vrai que les reviews, j'ai mis ça de côté pour me concentrer sur mes fictions et les histoires que je vous raconte, mais aujourd'hui, je fais exception pour vous parler de ce bijou. Et c'est vrai que j'ai un certain parti pris, parce que Slam Dunk, c'est mon manga favori. Je fais du basket dans la vraie vie, mais malgré tout, je pense que c'est un film qui pourra mettre une claque à tout le monde. Vraiment, peu importe le public. Et je veux faire de la pub pour ce film, et je suis pas payé pour le faire, je le fais moi-même, parce que c'est vrai que la nouvelle génération ne connaît pas trop Slam Dunk. On connaît plutôt Kuroko no Basket, etc., mais cette licence, elle date des années 90, des années 2000, et du coup, il y a plein de gens qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas suivi tout ça, et je pense que ce film vient faire un gros bond en avant dans la Japanimation et dans les adaptations de sport à l'écran. Vraiment, c'est exceptionnel le travail qui a été fait en termes de réalisme. Je vais vous développer tout ça dans cette vidéo. Je vais m'adresser bien sûr aux gens qui comprennent pas grand chose, je vais essayer de vous convaincre, ça va être ma mission. Donc je vais parler avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour autour de cette licence. Et je vais m'adresser aussi aux connaisseurs, parce que voilà, je pense que vous allez être beaucoup à regarder ça, et je vais vous préciser des détails assez pointus, etc. J'ai découvert cette licence en 2003, je crois. C'était mon frère qui avait acheté le manga papier, donc j'avais commencé à lire ça. C'était une histoire, un voyou qui découvrait le sport et le basket, notamment pour plaire à une jeune fille. C'était assez drôle comme histoire et c'était assez prenant. Et écoutez, j'ai continué la lecture sur pas mal d'années. Il m'a fallu quelques années quand même pour arriver à la fin de l'histoire. Et j'ai commencé, quelques temps plus tard, à faire du basket dans la vraie vie. Donc Slam Dunk, c'est le manga qui m'a apporté l'amour du basketball et du sport. Pour vous dire, j'ai commencé le sport à ce moment-là, à quasiment 18 ans. Mais écoutez, ça a été une longue traversée du désert pour les amateurs que nous sommes de cette œuvre, parce que il y a eu une adaptation animée dans les années 90, années 2000, et ça a été une adaptation assez moyenne. Faut le dire, elle n'est pas allée jusqu'au bout de l'histoire d'ailleurs, et depuis, plus rien. On a eu quelques OAV, mais bon, ça aussi, c'était pas non plus exceptionnel, des histoires un petit peu inédites, mais je les trouvais pas énormes. Et voilà, on attendait une vraie adaptation de l'animé avec les moyens actuels. Lorsqu'on voit ce que font Kuroko no Basket, Haikyuu et d'autres, on se dit mais oh là là, qu'est-ce que donnerait Slam Dunk? Oh, qu'est-ce que ça donnerait une adaptation de cette œuvre? Et ben là, on a été servi avec ce film. Donc ça commence direct avec le logo de la Toei Animation, comme dans les OAV de Dragon Ball à l'époque, la vague qui vient percuter le rocher, le logo qui apparaît, donc voilà, j'en ai eu frisson, on est tout de suite mis dans l'ambiance, et d'ailleurs, on commence l'histoire à Okinawa. Nous sommes dans les îles japonaises de Okinawa, avec une séquence qu'on a déjà vue dans les trailers, cet enfant qui dribble sur un playground et qui affronte un adulte. Enfin un adulte, quelqu'un qui est un petit peu plus vieux que lui plutôt, un ado plus vieux que lui. Et ce personnage, cet enfant qui dribble, en fait vous le connaissez. Ça je dois vous en parler, je vais essayer de ne pas spoiler dans cette vidéo, mais ça je dois vous en parler parce que c'est un élément important du film. Il s'agit de Ryota Miyagi, le numéro 7 de l'équipe de Shohoku, l'équipe qu'on suit dans l'histoire, et c'est le meneur de jeu. Alors ce personnage, c'est peut-être le personnage le moins important du 5 majeur, mais pourtant le film se focalise sur lui. Et je me suis interrogé là-dessus. Pourquoi ce perso? Pourquoi ce choix? Et pourquoi ne pas montrer le passé d'un autre? Et bien en fait, en y réfléchissant, j'ai trouvé ça logique. C'est vrai que Miyagi, c'est l'un des persos qu'on connaît le moins. Donc, il méritait ça. Et puis, Rukawa, lui, on le connaît pas du tout, mais en fait, ça fait partie de son personnage, le mystère. Donc,
Ça aurait été un petit peu bizarre de le développer dans un film. Donc il restait Miyagi. Et c'est vrai que, en fait, ils ont voulu faire quelque chose, non pas simplement nous proposer l'adaptation du dernier match de l'œuvre Slam Dunk, le match Shohoku face à Sano, voilà, c'est ça qui est dans le film, le dernier match qu'on voit dans l'œuvre. Ça aurait été un petit peu simple de juste proposer du réchauffé, ce que connaissent les lecteurs. Ils ont proposé du nouveau. C'est ça qui est super fort dans ce film, notamment avec les flashbacks. Donc on découvre de nouveaux persos et le passé notamment de Miyagi. Donc il est originaire d'Okinawa et il a eu une enfance très dure, vraiment très très dure. Il a eu des drames familiaux et ça explique pourquoi il a sombré un petit peu dans la délinquance, etc. Donc on comprend ce personnage, on voit son évolution et très jeune, il fait face à un complexe, c'est-à-dire que son frère, c'est le basketteur de la famille. Et lui, il est l'éternel deuxième, donc il est dans l'ombre de son frère et il essaye d'apprendre et d'affronter ses peurs. C'est là un petit peu tout le contexte autour de ce personnage, maîtriser ses émotions, cacher ses émotions et un petit peu être le meneur de jeu. Et ça, c'est pas évident, hein. Sur un terrain de basket, vous êtes celui qui contrôle la balle en tant que meneur. Donc, c'est celui qui doit vraiment contrôler le tempo, la balle. Et s'il se rate, ben, c'est toute son équipe qui vient à perdre quelque chose, puisque c'est tout de suite une contre-attaque et un panier adverse. Donc voilà, c'est un rôle qui n'est pas évident, donc ça nécessite du sang-froid, et on voit ce développement psychologique avec ce personnage. Et écoutez, l'une des qualités de Takehiko Inoue, c'est son amour pour le fait de raconter des histoires dramatiques. Voilà, il aime beaucoup faire ça. Et c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans ses œuvres par la suite, Vagabond et notamment Reel. Reel, c'est une histoire centrée autour du basket, handi-basket, c'est-à-dire les handicapés moteurs qui vont jouer à ce sport-là. Et c'est une histoire ultra poignante, parce qu'on voit un jeune qui devient handicapé du jour au lendemain, qui perd la possibilité de jouer au basket, on le voit faire sa rééducation, etc. Donc c'est très dur, c'est violent, c'est marquant comme histoire. Et ce qu'on a vu dans Reel, on le retrouve dans Slam Dunk The First, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de moments slice of life. Moi, j'aime beaucoup. Ce sont les séquences que je préfère dans Slam Dunk. À l'époque, quand je lisais le manga, moi, ce que je préférais, c'était pas les matchs, c'était ces séquences-là, bizarrement, parce que ça me parlait beaucoup. Je me disais, c'est ultra réaliste. On sent du vécu, et j'aime bien les histoires dramatiques. Et puis, voilà, je me dis, cet auteur, il se contente pas simplement il se contente pas de nous faire rêver, il veut qu'on compare cette histoire à notre quotidien. Et c'est tellement crédible ce qu'il nous raconte que c'est possible de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aimé cet aspect chez lui, sa capacité à raconter des histoires dures, à mettre ses personnages à l'épreuve, vraiment à les mettre dans les plus grandes difficultés, à les faire souffrir, les faire pleurer, etc., pour les faire évoluer et les faire grandir. Et ça, c'est l'histoire de notre vie à chacun d'entre nous. Être humain, nous sommes dans une vie de difficultés, d'épreuves. L'autre de ses points forts, on le voit dans une séquence au début du film, après l'introduction avec le passé de Miyagi, on voit une feuille blanche et quelqu'un qui dessine Miyagi un petit peu à la plume. Et le Miyagi, une fois qu'il est terminé, il commence à courir. Et ensuite, on va dessiner à côté de lui Mitsui, puis Akagi, Rukawa et ensuite Sakuragi. Donc on a le 5 majeur de l'équipe, et ça, j'ai pas d'infos là-dessus, mais j'en suis persuadé, c'est Takehiko Inoue qui l'a dessiné de sa propre main. J'en suis persuadé. Et lui, c'est un vrai artiste, c'est un pur talent, cet auteur. Déjà, il faut savoir qu'il a été élève de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter, Nicky Larson en français, donc il a appris avec l'un des meilleurs. Tsukasa Ojo, il a un trait magnifique. Eh ben, Inoue, au fur et à mesure des années, s'est amélioré avec son manga, il est devenu une référence. Lorsque vous regardez Vagabond, les planches qu'il fait avec Vagabond, mais c'est de l'art, c'est carrément presque de la peinture ce qu'il fait, et il a carrément fait des expositions avec ses œuvres. Son talent est reconnu mondialement, mais il est vrai que ce qui joue en sa défaveur, c'est qu'il a eu que Slam Dunk qui a été adapté en animé. Et l'adaptation a été très moyenne. Donc c'est vraiment ça qui est dommage, et aujourd'hui avec ce film, c'est l'occasion de découvrir le talent de cet auteur, et à plusieurs reprises dans le film, on le voit, on retrouve sa plume, sa marque. On est tout de suite lancé dans le match, c'est un petit peu bizarre. Je pense que pour les gens qui
qui connaissent pas l'histoire, ça pourra un petit peu vous déstabiliser au début, mais je vous rassure, on est très vite plongé là-dedans, parce que ça reste juste un match avec 10 protagonistes différents, un 5 contre 5, et en quelques instants, on découvre les différents personnages et on est lancé. On se dit, voilà, c'est du sport, c'est du basket, on connaît pas trop le contexte, on sait même pas à quel moment on est dans le tournoi, il n'y a rien qui est introduit, hein. Donc c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant au début pour ceux qui connaissent pas, mais on est tout de suite pris dans le feu de l'action. On n'a pas le temps de réfléchir et ça va à 200 à l'heure, et ça c'est le gros point fort de ce film. Le film en fait, il va être découpé avec ce match et des flashbacks. Donc très régulièrement, on va retourner en arrière pour développer chacun des persos. Donc notamment, on va retourner sur le passé de Miyagi, et avec Miyagi, on va découvrir des séquences inédites de Akagi et Mitsui. Et oui, je vous dis bien, des séquences inédites, il y en a beaucoup, et ça, vraiment, c'est énorme. C'est pas juste un film qui vient nous proposer du réchauffé, on apprend le passé de différents personnages, des séquences, on revoit des anciens de Shohoku, etc., des trucs. Vraiment, ça m'a fait grandement plaisir d'apprendre toutes ces choses-là sur cette œuvre. Et je trouve que ça fonctionne très bien, ce découpage, parce que ce film, ce match, il est parfait pour l'adaptation au cinéma. Parce qu'il est long, c'est un match à rebondissement, avec beaucoup d'action, et il vient développer les différents personnages, les différents protagonistes. Le 5 majeur de l'équipe, il est développé. Chacun des persos a son moment phare où il va être face à l'adversité et il va rebondir. Donc ça colle super bien au cinéma, et ça colle à ces flashbacks justement. Et d'ailleurs, c'est un film très poétique. C'est un film qui parlera à tout le monde parce que c'est pas juste du basket. Lorsqu'on va retourner dans les flashbacks, on va voir du slice of life, on va être face à la mer de Okinawa, on va voir des maisons japonaises à l'ancienne, on va voir beaucoup de traditions, et on va voir aussi des séquences un petit peu modernes dans le Tokyo qu'on connaît bien, notamment dans les lycées, etc. Donc je pense que ça parlera même aux amoureux du Japon, de voir un Japon très réaliste, avec tous les petits détails du quotidien des Japonais. Donc ça, je pense que ça vous plaira, parce que voilà, c'est la marque de fabrique de l'auteur. Le rythme du match, il est excellent. Et ce qu'on peut souvent reprocher aux mangas de basket, notamment les adaptations animées, c'est que c'est parfois grotesque, c'est ridicule. On a le fameux Captain Tsubasa où il faut 5 minutes pour traverser le terrain, voilà, ça c'est très connu, hein. Je tire un petit peu sur l'ambulance, mais voilà. C'est un petit peu le défaut de ces adaptations animées, c'est que on prend trop de temps pour rester dans l'esprit des personnages, pour les entendre réfléchir, etc. Et ça correspond pas au timing d'un vrai match. Mais là, avec ce film, ils ont réussi quasiment à faire du temps réel. Vous entendez bien ce que je vous dis ? Du temps réel avec ce match, quasiment, hein. J'exagère un petit peu, mais c'est quasiment ça, et du coup c'est super à vivre, mais vraiment c'est inédit ce qu'on vit en voyant ce film. C'est comme si vous êtes sur votre canapé et que vous regardez un match de sport. C'est un petit peu le même ressenti que j'ai eu sur mon fauteuil face à l'écran géant. J'étais là, je me suis surpris à encourager l'équipe, etc. Et dans toute la salle, c'était comme ça, à rigoler aux différentes blagues. Et c'est un film très drôle, notamment avec Sakuragi, hein, qui fait plein de pitreries, etc. Donc ça vous parlera forcément. C'est un personnage un petit peu loufoque. Même dans les séquences d'action, les dunks, les bâches, les contres, les séquences un petit peu folles du manga qui vont être adaptées, je me suis surpris à dire « Waouh! Oh! Non !» Voilà, on était là à réagir, et je vous le dis, c'était comme si on regardait un vrai match. Tellement le rythme était bon, le rythme était rapide, on n'avait pas le temps de s'endormir. Et moi, j'étais même pas là affalé sur mon siège, j'étais en avant comme ça à suivre le match à 200 à l'heure. Donc c'est pour vous dire, c'est assez inédit cette expérience. Il y a peut-être une exception, un moment qui est un petit peu lent, je trouve, mais c'est vraiment une petite exception, c'est la fameuse tempête. À un moment, on a le ciel qui se couvre, et c'est un petit peu pour nous dire que l'équipe de Sano va mettre un 26-2 à l'équipe de Shohoku, donc c'est une longue traversée du désert où ils n'arrivent pas à marquer, etc. C'est très difficile, et ils sont bloqués dans leur camp avec une presse tout-terrain, donc ils n'arrivent pas à aller dans le camp adverse, ils n'arrivent pas à refaire bien la remise en jeu et aller dans le camp adverse. Et donc ils perdent le ballon, ils se prennent beaucoup de paniers comme ça. Malheureusement, je trouve que c'est une séquence où on voit beaucoup de paniers
paniers consécutifs où il y a la même chose, avec le personnage qui va être bloqué, on se dit mais allez bouge, fais quelque chose, et il fait rien, et ses coéquipiers viennent pas l'aider. Je trouve que ça aurait mérité d'être modifié, cette séquence. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu lourd, je trouve, mais c'est vraiment la seule. On sent vraiment que c'est produit par des connaisseurs, hein, parce que c'est pointu dans les gestes techniques. À un moment, on voit Akagi, le pivot de l'équipe, donc le plus grand de l'équipe, au poste, qui va bien positionner son pied par rapport à son adversaire pour réussir à passer et faire un move pour aller face au panier. Et ça, c'est un truc qui va forcément parler aux connaisseurs. On se dit, mais waouh, même ça, ils l'ont montré. Voilà, on voit même dans les appuis, dans les stratégies sur le terrain, parce que voilà, ils vont se faire des écrans de retard au rebond, voilà, des pick and roll, etc. Voilà, il y a des stratégies de basket réelles, comme dans le manga papier. Et là, le fait de voir ça animé à l'écran, ben, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort, vraiment, on se dit... Waouh, j'ai l'impression de voir un match NBA, quoi. La CGI, il faut en parler aussi parce que voilà, c'est l'une des déceptions que j'ai eues lorsque j'ai vu le premier trailer. Je me suis dit, oh non, mais pourquoi ils font pas du dessin classique, etc. Et en fait, je trouve que ça fonctionne très bien. Voilà, la CGI, au final, ça fonctionne super bien dans le match, même si les persos, ils pourraient être mieux dessinés, notamment au niveau des visages. Je trouve que ça pourrait être plus complexe parce que les traits des visages de persos dessinés par Inoue, en général, ils sont bien précis, bien complexes. Ça pourrait l'être davantage, mais on gagne en réalisme dans les mouvements, en fluidité. Ça fonctionne très bien, hein, c'est pas une CGI à 2 balles, donc c'est hyper crédible. Il faut quelques minutes au début du film, et c'est bien du coup qu'on commence avec cette séquence à Okinawa, dans le passé de Ryota, pour s'habituer justement à ce procédé. Donc c'est très ingénieux ce qu'ils ont fait, ça nous laisse le temps de nous habituer à tout ça, et une fois que le match commence, ben ça y est, on est dans le bain, on est habitué à tout ça, et ça fonctionne. Alors, étonnamment, la CGI, je trouve que les moments où elle était la moins crédible, c'était pas dans les matchs, c'était lorsque les personnages marchaient, tout simplement. Je trouvais que c'était un petit peu saccadé, un petit peu bizarre, notamment les séquences à Okinawa, mais écoutez, voilà. Sinon, ça fonctionne du tonnerre. Le public, tiens, on a un public animé un petit peu comme dans PES et FIFA, c'est-à-dire, voilà, l'avant-plan va être bien travaillé, le banc il va être bien travaillé, mais les gens qui sont dans les gradins, voilà, ce sont des animations prédéfinies, précalculées et assez bancales. Mais bon, ça passe. En tout cas, il y a de la vie dans le décor. Et sur l'écran géant, je me suis surpris à certains moments à tourner la tête sur tous les côtés, à observer un petit peu tout. Tel personnage, comment il bouge sur le terrain, sur les plans larges. L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient, il est un petit peu fatigué. L'autre, il fait ça, il va sur le banc. Voilà. Ça fourmille de détails et c'est vraiment, vraiment pas mal. Le doublage, ben écoutez, je crois avoir remarqué des doubleurs de l'époque, de l'animé de l'époque. Si je me trompe pas, hein, donc une grande partie du casting est remanié, bien évidemment, parce qu'on est plus de 20 ans plus tard quand même, mais j'ai cru reconnaître certaines voix, notamment Anzai Sensei, le coach. J'ai cru reconnaître Ryota. J'ai cru reconnaître Akagi, Rukawa, et Sakuragi, il a une toute nouvelle voix. À l'époque, c'était quelqu'un qui était très caricatural, et ça fonctionnait beaucoup dans ses rires. Il rigolait comme ça, donc c'était super drôle. Là, c'est un perso un peu plus sérieux, qui a une voix un petit peu plus virile, un petit peu plus sérieuse, mais il reste quand même très drôle. Il faut quelques minutes pour s'y habituer si on a vu l'animé de base, mais après, voilà, on se prend au truc, et Sakuragi, il fait hurler de rire tout le monde, voilà, ça fonctionne, et le doubleur, il est doué, il est vraiment très doué. Je vais en profiter pour parler de Mitsui. Moi, c'est mon perso favori, le shooter, l'arrière-shooter. Parce que moi-même, je suis shooter et donc je comprenais bien sa philosophie. Je trouve qu'il est hyper charismatique, ce perso. Et tous les persos, en fait, sont charismatiques dans Slam Dunk. Parce que l'auteur, il est très doué pour développer
des personnalités, il s'inspire de la NBA, hein, voilà. C'est connu, Slam Dunk s'est inspiré grandement de la NBA, donc Shohoku s'est inspiré des Chicago Bulls, Sakuragi Hanamichi, ben, c'est Dennis Rodman, notamment lorsqu'il se rase les cheveux, on le voit, hein, c'est le champion du rebond, etc. Akagi, ben, c'est Patrick Ewing de New York. Voilà, Rukawa, c'est Michael Jordan. On a plein de trucs comme ça. C'est pour ça, ces persos sont charismatiques. Et moi Mitsui, je l'aime beaucoup parce que c'est un shooter. Et dans ce match, voilà, il est excellent. Et on a cette séquence, en fait, dans son passé, lui, il a arrêté le basket pendant peut-être un an et demi, quelque chose comme ça. Et du coup, il est devenu un petit peu un voyou, un délinquant. Il s'est mis à fumer, etc. Après une blessure. Et du coup, il a perdu son niveau, hein. C'était l'un des meilleurs collégiens à l'époque. Et d'un coup, ben, il a tout perdu, hein, après le lycée. Et là, il revient à la compétition et il est en difficulté parce qu'il n'a plus le cardio, il n'a plus l'endurance. Donc en deuxième mi-temps, il est carbonisé. Mais pourtant, il enchaîne les paniers. Et ça, c'est hyper charismatique lorsqu'il dit à son défenseur « Dis mon nom, comment je m'appelle ?» C'est un truc de fou, cette réplique. Et je pense que c'est une magnifique publicité, ce film, pour le talent et le travail de Inoue Sensei, vraiment. C'est très fidèle au manga, même si il y a quelques différences. Et ça, je vais vous en parler. Alors, notamment, dans ce match, on voyait Uozumi, le meneur de l'équipe, le pivot de l'équipe de Ryonan. Et ben là, on le voit pas dans ce match-là, dans le film. Notamment, il était dans les tribunes et il venait à un moment mettre un coup de fouet à Akagi, hein, avec des mots, etc. Et là, on ne le voit pas dans ce match. Haruko, à la fin, on a un flashback où alors on revoit le début du manga avec Sakuragi, avec les longs cheveux de voyou, etc. Et Haruko a les cheveux courts et pas les cheveux longs. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ont fait ça pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'elle, pour pas perdre les personnes qui ne connaissent pas le manga. En tout cas, voilà, il y a des petites nuances. Tout le match est énorme, mais alors les dernières minutes sont vraiment exceptionnelles. Et je pense notamment aux 3 dernières actions du match. Oh là là, je vais aller encore plus loin dans le spoiler, mais il faut détailler tout ça, c'est exceptionnel. Donc on a mon perso, Mitsui, qui met ce 3 points avec la faute. Un truc de fou. Ça permet à Shohoku de passer devant après avoir été mené tout le match, quasiment. Et ensuite, on a Sawakita qui part vite en contre-attaque. Et il y a 2 personnages de Shohoku qui le gênent, donc il prend un tir très dur en extension. Et là, on voit toute sa classe, le talent de ce joueur à la fin du match, alors qu'il reste plus qu'une poignée de secondes avec un tir très dur. Il trempe le pas et il le met. Donc c'est la classe ultime, ce tir. Et là, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons parce que vous savez ce qu'il y a dans le manga. On a la fameuse contre-attaque. La fameuse contre-attaque, et dans le manga, il n'y a plus un bruit. C'est-à-dire que on voit tout le talent de l'auteur sur les visages des persos. On voit que des visages, des gens qui crient sur le banc, sur le terrain, des gens choqués, surpris, à fond, en transe. Voilà, on a tout un tas d'expressions différentes. Les différents protagonistes sont à 400% parce que ce sont les dernières secondes du match et du manga. Et du coup, l'auteur fait le choix de raconter ça sur pas mal de pages et de supprimer les bulles. Il n'y a aucune parole, on voit juste des personnages hurler, etc. Et on s'imagine ce qu'ils peuvent dire. Et bien là, c'est repris dans le film. Donc on a notamment un son, que je ne saurais pas vous décrire ce que c'est, qui est mélangé à un battement de cœur. Donc on sent la tension, ça va, à partir de ce moment-là, lors de la remise en jeu pour faire la contre-attaque et aller mettre le panier de la victoire pour Shohoku, c'est là que commence cette séquence. On vient ralentir l'action et mettre du stress. Et lorsque la remise en jeu est faite avec Rukawa qui arrive à avoir la balle et qui dribble, qui monte tout le terrain, ben là d'un coup ça s'accélère et je trouve que c'est super bien fait. On voit carrément Rukawa à un moment en noir et blanc, comme s'il sortait du manga papier, donc c'est un énorme clin d'œil au lecteur du manga, et il part super vite, il y a une lumière multicolore autour de lui qui vient décrire son action, et alors que l'action était ralentie, là, elle est accélérée soudainement. On le voit monter très vite le terrain avec le chrono, on comprend qu'il reste plus beaucoup de temps, et
il envoie la passe à Sakuragi qui tire et qui marque. Et là, pendant peut-être presque 1 minute, le match est terminé, il n'y a pas un bruit, c'est le silence. Aucun bruit. Donc dans la salle, on était tout le monde comme ça, ok. Mais pourtant, on sent la tension, hein. Personne n'est là, personne ne réagit, on regarde, on sait que le match est terminé, ils ont gagné, mais on n'en revient pas. Et ça dure un long moment. Et je trouve que ce film utilise très bien les silences. Ça fonctionne vraiment au top. Et le son revient lorsque Sakuragi tape la main de Rukawa. Donc voilà, c'est poétique, il y a des idées. Et cette scène du manga que j'aime beaucoup, dans le film, ils l'ont sublimée. Elle est magnifique pour les yeux. Je vous le dis, j'ai peut-être oublié des détails, ça va tellement vite, mais ce truc en noir et blanc, ce clin d'œil au manga pour vous dire, voilà, vous avez aimé le manga, regardez ce qu'on vous propose. C'est splendide, quoi. C'est cette accélération, cette gestion du tempo à un moment ralenti, puis accéléré. Et on vit le match, on vit les dernières secondes, quoi. Donc ça m'a vraiment marqué, j'étais choqué. J'étais bluffé avec cette séquence. On nous montre pas la fin, on va se concentrer plutôt sur l'histoire de Miyagi, donc avec sa mère, il retrouve sa mère, etc. Sa mère qui n'aimait pas le basketball pour une certaine raison, je vais pas vous dire pourquoi, mais bon, on est dans la séquence spoiler, donc je pense que je peux me permettre, par rapport au décès qu'il y a eu dans la famille, du grand frère de Miyagi, donc voilà. Là, elle renoue un petit peu avec ça, elle voit que Miyagi a vraiment maintenant dépassé son grand frère, donc il y a une évolution, les deux se retrouvent, ils sont un petit peu en paix par rapport à ça, il y a le cadeau qui est fait, le protège poignet là, qui appartenait à son frère, qu'il donne à sa mère, voilà, en tout cas, voilà, il y a toute une symbolique avec cette scène. Et puis, on découvre d'autres persos, on voit Sawakita aussi. Et ça, c'était assez drôle, on voyait des passages de sa vie où on le voyait prier un moment et demander une chose. Voilà, j'ai tout connu dans le sport, etc. Il n'y a plus rien qui me surprend. Je veux quelque chose qui m'apprenne. Un événement qui va m'apprendre pour être plus complet. Et ben en fait, c'est quoi? Au final, à la fin du film, on comprend que il a appris justement quelque chose avec la défaite. Donc je trouve que c'est bien écrit et ça correspond bien au fait que dans son équipe, il ressemble un petit peu à des bonzes, comme il les surnomme Sakuragi. Donc voilà, il est un petit peu Shinto et ça correspondait à son perso. Et par la suite, on le voit aux États-Unis. Alors ça, c'est la toute dernière séquence du film. On le voit aux USA. Et a priori, si je dis pas de bêtises, Sawakita, c'est un joueur de première, je suis pas sûr. Donc logiquement, il jouerait au lycée aux États-Unis. Alors soit au lycée, soit à l'université. Et le gros choc pour moi, ça a été de voir Sawakita. Hein. Donc on le voit sur place avec les Amerlocs, etc. Assez stéréotypé comme dans tous les mangas. Et puis, on voit face à lui Miyagi qui a fait le voyage vers les USA et qui joue là-bas lui aussi. Donc il étudie aux USA à son tour. Et moi, à la fin, j'étais choqué. Je me suis dit, mais non, le truc de fou. Donc l'auteur s'est permis de se projeter dans l'histoire et de nous montrer un gros ajout. Clôturer en vous disant que pour moi, le vrai manga de basket, et je vais un petit peu troller, je vais un petit peu dire ce qu'il faut dire, c'est Slam Dunk. Le vrai manga de sport et surtout de basket, c'est Slam Dunk. Parce que dans son réalisme, dans sa fidélité par rapport à ce sport, il mérite bien plus. Mais il n'y a pas tout le monde qui le connaît. J'espère qu'avec ce film, ça va changer pas mal de choses. C'est pas des gens qui tirent à la moitié du terrain, qui sont dans la zone, ou que sais-je, des trucs un petit peu presque fantastiques des fois. Là, c'est vraiment du réalisme. Et ça parlera à tout connaisseur de basket, quoi. Donc, pour moi, ça vient rétablir l'ordre des choses. Pendant des années, l'adaptation animée de Slam Dunk a été pourrie. Et ben là, on a eu un travail exceptionnel. Et on attend maintenant le remake avec les moyens d'aujourd'hui, je n'attends que ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette review, n'hésitez pas à soutenir la chaîne comme d'habitude. Et écoutez, voilà, les reviews, j'ai mis ça de côté, donc peut-être si des fois il y a vraiment un truc que je tiens à partager avec vous, mais dorénavant ce sont surtout des histoires, donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça s'affiche à l'écran. Et je vous dis merci et à très vite pour d'autres contenus. Et vive Slam Dunk!